Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement politique et football. Dans le premier tableau de cette émission, nous évoquerons notamment le dépôt des candidatures pour la présidentielle. Et dans le second tableau, nous parlerons de l'élection à la tête de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, et ses innombrables rebondissements. Tout d'abord, la politique, et on s'intéresse au dépôt de candidatures pour l'élection présidentielle qui ont démarré et se poursuivent jusqu'au lundi 31 août. À 24 heures donc de la date limite des dépôts de dossiers, les candidats à la présidentielle se bousculent à la CEI, Commission électorale indépendante. La plupart des candidats issus des formations politiques significatives du pays ont remis leur dossier à l'institution en charge des élections. Comme en 2015, de nombreuses candidatures indépendantes se sont signalées. Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Arthur Banga. Il est historien, analyste politique. Bonsoir Arthur. Bonsoir Ali, bonsoir téléspectateurs. Bonsoir. Kra Bernard, journaliste au quotidien L'Expression. Bonsoir. Bonsoir Ali. César Eto, journaliste directeur général de La Voix Originale. Bonsoir. Bonsoir. Docteur François Conan, journaliste au Nouveau de Réveil. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Assalé-Tiemoko, journaliste directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonsoir. Bonsoir Ali. Bonsoir à tous et bienvenue donc. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de suivre ce sujet de Pierre Di-Pomelin. Ce lundi 31 août 2020, c'est la date limite des dépôts des dossiers de candidature pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Depuis une semaine, les candidats se succèdent devant les secrétaires permanents de la CEI, Commission électorale indépendante, pour la vérification des pièces constitutives des dossiers. L'institution en charge des élections en Côte d'Ivoire enregistre déjà plus d'une dizaine de dossiers de candidature. Parmi les candidatures, des ténors issus des grands partis politiques venus en fanfare, mais aussi des candidats indépendants arrivés modestement à la CEI, avec des dossiers parfois incomplets pour nombre d'entre eux. Tous croient en une victoire certaine au soir du 31 octobre. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Cette candidature nous permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire de la paix, de la tolérance, du dialogue et du développement. Je voudrais donc appeler au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique, la fondation d'une nouvelle nation, la fondation d'une nouvelle ère de progrès, de fraternité, d'unité et de rayonnement international de notre pays. Je suis candidat indépendant. C'est ma deuxième expérience. Est-ce que l'expression de mon visage ne vous inspire pas la confiance? Ça fait quelques décennies quand même que nous sommes abonnés aux querelles. Je crois que les Ivoiriens ont besoin de paix. C'est la candidature de la paix. Je suis candidat parce que je veux changer tout le système. Parce qu'il y a trop de désordre. Je dois retourner ici pour déposer le reste des dossiers dans peu de temps. Le dossier de candidature pour les élections présidentielles est composé de 12 pièces pour les candidats indépendants et de 13 pour les candidats apportés par des partis politiques. Au nombre de ces pièces, la liste des signatures pour les parrainages citoyens en version physique et numérique. Voilà, chers invités, quel est votre point de vue sur cette semaine marquée par le dépôt des candidatures devant la Commission électorale indépendante? Arthur Banga? Ça prouve d'abord qu'on s'approche du moment fatidique, de l'échéance des élections. C'est un dynamisme démocratique qui est encourageant. Après, quand on regarde de plus près,
on peut remarquer que la classe politique n'a pas trop bougé en 10 ans. On retrouve des candidats qui ont été soit candidats en 2010 ou en 2015. Et donc, pour ceux qui pensaient, qui espéraient que 2020 serait l'élection du tournant, du nouveau visage, ils sont un peu déçus. Deuxième remarque, c'est qu'il manque quand même 2 poids lourds, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui sans doute ne seront pas du rendez-vous. Cela dit, est-ce qu'ils vont peser dans le rendez-vous? Comment ils vont peser? Naturellement, ils vont peser puisqu'ils ont des partisans. Est-ce qu'ils vont participer au jeu? Est-ce qu'ils vont s'abstenir? C'est notre question et qui se pose. Et puis, bon, finalement, en ce moment, à chaque fois que les élections approchent, on a des craintes. On espère, comme le président l'a dit, que les élections seront apaisées. Et dernier commentaire rapide, c'est que ça s'aperçoit tout de suite, c'est qu'il serra un peu la campagne. Le président de la République va s'appuyer sur un bilan qu'il trouve satisfaisant. Ensuite, qu'il a même trouvé le mot exceptionnel, voilà, exceptionnel, plus une vision pour renforcer son bilan. Et de l'autre côté, on a l'opposition qui va revenir sur des mots comme paix, réconciliation, développement, mais surtout paix et réconciliation parce que je pense intelligemment dans l'analyse qu'ils ont faite des 10 années à Alassane Ouattara, ils savent très bien que c'est sur ces questions de paix, de réconciliation, d'état de droit qu'ils peuvent plus grignoter des points que sur la question du développement. Donc c'est à peu près les débats qui sont lancés. César Eto'o. Il faut dire tout de suite que d'ici le lundi, je crois que c'est le lundi qui est le 31, c'est cela. La candidature de Laurent Gbagbo sera déposée. Ça, je peux vous donner la primaire de l'information. On remarque, comme il a dit, comme a dit Arthur, qu'on reprend les mêmes acteurs. Il y a quelque chose de frappant. On dit que nous tournons déjà autour d'une dizaine de candidatures. Nous pensons qu'on va rester autour d'une dizaine de candidatures. Cela veut dire que l'institution du parrainage, l'institution de la caution, l'évaluation, la réévaluation de la caution. À la hausse. N'est-ce pas? À 50 millions au lieu de 20 millions. Tout ça n'a rien changé. C'est-à-dire que ceux qui sont entre griffes, qui font de l'élection présidentielle de la plaisanterie, sont toujours là, en train de poser leur candidature. Mais on n'a pas encore l'assurance qu'ils aient réglé le chèque de 50 millions tous. Hein. Quand ils savent qu'ils n'ont même pas les dossiers au complet, ils vont aller déposer quand même. Alors, après le tri, on va se retrouver comme en 2000, comme en 2010, autour d'une dizaine de candidatures, parce que c'est le pays même qui est organisé comme ça. Mais l'autre chose qui est frappante, c'est que chaque candidat emploie au moins un de ces 4 mots: paix, cohésion, réconciliation, ordre. Donc, il y a de la nation à construire. Et c'est sur cette base-là que peut-être nous allons avoir échangé en parlant justement, avant d'arriver au programme de gouvernement, au projet de société, il faut bien qu'on parle de la façon dont ces élections-là vont s'organiser pour pouvoir atteindre ces objectifs de construction de la nation. Très bien. Très Bernard. Oh oui, comme les uns et les autres l'ont déjà signifié, je constate que les candidatures déjà déposées reflètent plus ou moins la configuration de la scène politique en Côte d'Ivoire qui est dominée depuis 30 ans par 3 grandes formations que sont le PDCI-RDA, le Front populaire ivoirien et aujourd'hui le RHDP. Alors, ces 3 cadres sont présents. L'exception que je note, en plus, César vient de dire que Laurent Gbagbo va déposer d'ici le lundi. Ça veut dire que c'est le retour à la case départ. Les 3 grands, comme on les a appelés, seront encore de ce rendez-vous, même si j'ai quelques réserves sur la candidature de M. Laurent Gbagbo. Puisque pour pouvoir être candidat, il faut d'abord figurer sur la liste électorale. Et à ma connaissance, M. Gbagbo ne figure pas sur cette liste, même si toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées. Voilà. Ce que je note également, c'est que 2020 est une particularité. Chacun de ces 3 grands, part avec, je dirais, peut-être son clone. Le RHDP de M. Alassane Ouattara est un peu fragile avec le départ de Mabry qui a tenu sa convention. Le Front populaire ivoirien, Afinguessan, qui est candidat, et il y a des gars qui sont à côté, il y a un autre blanc qui se réserve. Et le PDCI-RDA avec une bonne flanque au RHDP.
Donc c'est vrai, c'est le serpent qui se mord la queue, mais avec quelques différences près. Très bien. Docteur François Conan. Oui, en même temps que je me réjouis de ces candidatures qui se signalent, moi plutôt je suis inquiet parce qu'il y a des difficultés en suspens qu'on n'a pas eu le temps de régler. J'espère que dans le déroulement du processus, il va y avoir de la bonne volonté pour régler ces problèmes. Alors, je note que c'est par principe. Avant d'aller plus loin, il faut revenir, révéler ces problèmes. Oui, oui. Ces problèmes, c'est des anomalies sur la liste électorale. Il y a le problème du troisième mandat du président Alassane. Il y a des électeurs, par exemple, qui sont en surplus dans certaines régions. Et le PDCI et le FPI les ont relevés. Et ces problèmes-là ne sont pas encore épuisés. Est-ce que dans la suite de l'événement, dans la suite du processus, on aura le temps de régler ces problèmes avant d'aller véritablement aux élections? C'est ça le problème que je pose. Et dans ce cadre-là, il faudrait qu'on instaure véritablement un dialogue politique pour régler ces problèmes. Par exemple, Mme Gbagbo a noté hier qu'il y a 7000 inscrits sans père ni mère, 35 Burkinabés en position de carte d'électeur, 20 électeurs inscrits dans 7 bureaux de vote, etc. etc. C'est des problèmes qui sont relevés par l'opposition et qui ne sont pas encore touchés, réglés, pas encore traités. Et on se lance dans la course sans véritablement s'asseoir pour les régler. Donc c'est mon inquiétude qui est là. Antoine Assalé Timoko. Bien, je pense qu'un cycle de 10 ans, non, j'allais dire 9 ans, parce que le mandat du président Ouattara, dans le principe, si on veut tenir compte de ce qui s'est passé après la crise post-électorale, normalement devrait courir jusqu'en mai 2021, puisqu'il a prêté serment en mai 2011. Mais à la nouvelle constitution, les compteurs sont remis à partir de 2020, y compris l'élection des députés qui devrait se faire en décembre 2020. Alors, donc, ce cycle-là s'achève et, en principe, les Ivoiriens, pour beaucoup, avaient espéré qu'une page allait être tournée et que nous rentrerions dans une nouvelle Côte d'Ivoire avec le paysage politique qui est recomposé, avec de nouvelles têtes et de nouveaux visages. Malheureusement, le constat est devant nous, c'est factuel. C'est la même classe politique qui régente la politique en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 30 ans, qui revient encore en force, qui revient encore dans la bataille et qui va aller s'affronter dans les urnes avec en prélude des discours qu'on ne voudrait plus entendre, mais qui vont revenir. Ça, c'est clair. Le docteur disait qu'il y avait des questions lancinantes qui n'avaient pas été traitées et malgré ça, nous sommes en train d'aller dans le processus qui évolue. Je crois qu'il y a on a écouté le président de la CEI sur la radio internationale qui disait que l'élection au niveau des bureaux locaux de la CEI devait se faire du 16 au 28 août. Malheureusement, cette élection n'a pas eu lieu parce que les commissaires qu'on a envoyés pour faire ça, le PDCI n'a pas désigné ses représentants, donc cette élection n'a pas eu lieu. Mais en même temps, elle a dit que la CEI n'attendra pas éternellement. Ça veut dire que ces questions risquent de ne pas être tranchées et qu'on va tomber déjà dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui va donner la liste des électeurs. Au PDCI même, des questions ont été soulevées sur ce que François vient de lire, des électeurs qu'on a trouvés dans tel bureau de vote, des personnes nouveau-nés qui sont sur nouveau-nés, des personnes qui ne seraient pas ivoiriennes. Mais la question de fond, c'est que malgré tout ça, les partis d'opposition qui ont fait ces constats n'ont pas saisi la CEI dans le cadre du contentieux électoral. Donc, quand vous n'avez pas saisi la CEI et que le contentieux est fini, ces questions-là, à quel moment on va les traiter? Ça veut dire que pour la CEI, cette affaire est finie et elle s'en va pour faire les élections. Mais on ne peut pas revenir encore sur des questions alors que vous n'avez pas saisi la CEI. Donc, pour moi, ça des questions. Même le PDC lui-même dit que la CEI n'est pas légalement constituée. Le représentant qu'ils ont désigné pour siéger à la commission centrale n'a pas encore prêté serment. Alors que le ministre a désigné les gens pour faire la cérémonie. Il n'est pas venu. Mais malgré ça, le président Bédié est parti déposer sa candidature devant cette CEI qui n'est pas encore composée. Bon, tout ça, il y a un peu de cohérence et d'incohérence qui ressort qu'on ne comprend pas. Peut-être pour lancer un peu, pour ne pas que nos participations là s'embourbent,
je vais vous dire ce qui se passe. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne vit plus en vase clos. On vit avec une opinion nationale très développée. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais on vit aussi avec une communauté internationale qui surveille tout. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ces deux communautés ont l'impression que tous ceux qui posent des revendications pour que des élections soient bien organisées n'ont pas envie d'aller aux élections. Le temps presse. Certains vont dire, ah voilà, ils sont en train de travailler pour qu'il n'y ait pas d'élection le 31. Opposition comme pouvoir, tout le monde est en train de prouver que chacun est décidé et impliqué dans l'organisation des élections qui vont avoir lieu. C'est pour ça que les gens déposent leur candidature. Je peux vous le certifier. À partir du moment où cette affaire de candidature, c'est-à-dire l'implication dans l'organisation et dans la tenue effective des élections sera traitée, c'est-à-dire dès que les candidatures sont déposées, ce à quoi nous allons assister, c'est les revendications pour avoir une organisation propre, une organisation d'élection propre. Et c'est ce qui va se passer. François Konan voulait réagir. Oui, il disait que le PDCI ne faisait rien pour arranger les choses. Moi, je vous dis simplement que les gens ils demandent un audit international sur la liste électorale. C'est ce qu'ils attendent. Parce qu'ils ont fait un certain nombre de revendications. Ils attendent que ces revendications soient satisfaites pour aller allègrement s'intégrer. Le président de la commission électorale indépendante que nous avons reçu sur ce plateau a donné quelques éléments de réponse aux revendications, aux déléances du PDCI-RDA et de l'opposition en général, notamment sur le cas de l'audit international. Il a indiqué que, comme Assalé l'indiquait, ils n'ont pas procédé par la voie légale dans le cadre du contentieux électoral. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ce sont des partis politiques qui sont dans l'opposition et qui estiment qu'il y a certaines anomalies sur la liste électorale. C'est pour ça que le contentieux électoral existe. Oui, mais rien ne prouve qu'ils n'ont pas, parce que là on est dans un dialogue des sourds, rien ne prouve qu'ils n'ont pas suivi la procédure. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. Oui, ce que moi je veux dire, c'est que, vous voyez, il ne faut pas donner l'impression que ce pays-là est une jungle et que les lois n'existent plus parce qu'on est dans l'opposition. La loi dit, quand on a affiché la liste provisoire, on ouvre ce qu'on appelle le contentieux électoral. C'est la loi qui dit ça, c'est pas moi qui le dis. Et quand on vous a remis la liste électorale, que vous avez constaté qu'il y a des anomalies sur la liste électorale, la loi dit, vous avez tel délai pour saisir l'organe qui a fait cette liste-là, pour dire, voilà les anomalies, nous voulons que vous les retiriez. Bon, la loi dit ça, vous ne saisissez pas cette loi-là, vous ne saisissez pas la procédure. Vous dites non, on demande un audit international. Mais commencez d'abord, prenez les gens au mot, faites la démarche. Si ils démontrent qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils ne font pas les corrections, en ce moment-là, vous pouvez vous plaindre. Assalé, non, César, s'il vous plaît. Juste quelques questions. César Eto'o, c'est moi qui mène le débat, s'il vous plaît. Allons-y. Arthur Banga. Bon, je vais calmer un peu les choses, parce que il y a, dans notre pays, il y a une chose qu'on peut comprendre, que quelqu'un n'ait pas confiance aux institutions régaliennes. C'est tout à fait normal. Voilà. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à un moment, n'ont pas eu confiance aux institutions régaliennes, etc. Mais pour abonder un peu dans le sens d'Assalé, il faut quand même pouvoir prendre les gens au mot. Voilà. J'ai constaté qu'il y a des choses fausses, des anomalies. OK. Je n'ai pas confiance à l'État ou à la CEI. C'est pas bien grave. Je vais les avoir au mot. Je vais poser quand même ce problème. Voici ce que j'ai constaté. Je pose le problème à la CEI. Si elle ne le résout pas, en ce moment-là, j'ai la preuve. C'est un peu comme... On a l'impression en Côte d'Ivoire que quand il y a un sujet, tout le monde cherche l'argument négatif plus que du positif, plus que de la construction. C'était la même chose sur les marches, sur les contentieux qu'on a. Essayons de créer un cadre pour discuter. Et c'est là que j'en veux toujours aux chefs traditionnels et à certains chefs religieux quand ils balancent dans la politique et quand ils décrédibilisent leur institution. Parce que si on avait ces chefs-là ce serait une sorte d'autorité morale. Chez qui on pouvait se plaindre. Mais c'est même toujours amusant de vouloir avoir un audit international, de vouloir avoir recours à la FIFA, de vouloir avoir recours à la communauté internationale, comme si nous étions dans... Mais je comprends que des gens n'aient pas confiance à l'institution. Il faut quand même essayer de la prendre au mot. Je pense que si le PDCI et toute opposition, d'ailleurs, ce n'est même pas qu'à eux, la société civile, à tous les citoyens, on n'a même pas
sur ces questions, on va pouvoir avoir une société civile forte. J'expliquais à des gens la semaine passée que je rencontrais que dans chaque ville, la société civile peut créer même une CEI locale pour vérifier les résultats, les compiler avant même que ce soit fait officiellement. On l'a vu en 2015, je crois, la Poésie bien quoi, qui a donné un taux différent de la CEI, qui a maintenu son taux de participation. La CEI est revenue sur le taux de participation de cette organisation-là, parce qu'elle a mis un mécanisme. Il faut aussi essayer de piéger, de sortir intelligemment de... On vous a bien compris. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui. Très Bernard n'avait pas encore réagi depuis. Oui, écoutez, moi je pense qu'en politique, il y a ce qu'il faut appeler responsabilité en ce moment. Assalé l'a dit, les élections obéissent à un processus qu'on appelle processus électoral. Et dans ce processus électoral, il y a une étape qu'on appelle le contentieux sur la liste électorale. On est arrivé à cette étape. Vous êtes un parti politique. Vous n'êtes pas allé à ce contentieux. On boucle ce contentieux et vous vous promenez de plateau en plateau pour dire qu'il y a des milliers de Burkinabés, il y a des nouveaux-nés, il y a des gens qui sont nés vers 1800, qui sont présents sur cette liste électorale. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous ne l'avez pas fait, vous assumez. Mais si moi j'étais à la place des partis politiques qui développent ce type de thèse, mais écoutez, leurs militants doivent les poursuivre pour manquement grave de légèreté. On peut pas, vous ne pouvez pas constater cela et le laisser et aujourd'hui venir réclamer un audit international. Quand le contentieux a été ouvert, vous êtes où? Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire. Je pense que c'est un processus. En toute chose, il faut avoir confiance aux institutions de son pays. Et sur César, tout à l'heure, a parlé de la communauté nationale et internationale qui observe ces élections. Mais je suis heureux que ça provienne de la bouche de César et tout. Notre passé très proche nous regarde. Il n'y a pas longtemps, on parlait de communauté dite internationale ou honte à la communauté internationale. Aujourd'hui, on estime que aujourd'hui, on estime qu'il faut regarder un peu, s'il te plaît, Ali. Aujourd'hui, on estime que pour ces élections, il faut que tout le monde intervienne. Mais si nous-mêmes, là, nous n'avons pas confiance aux institutions de notre pays, personne ne viendra le faire à notre place. C'est entendu. Merci beaucoup. César Eto'o voulait réagir tout à l'heure. Vous savez, Ali, tant qu'il s'agit de parler des chiffres d'électeurs, qui force le jeu, c'est facile à régler par la CEI. Je vous donne 2 chiffres, répétés par le ministre Kakou Dikawi pour le compte du CDRP, la plateforme. Et je répète ces chiffres de la part de Simone Gbagbo qui a fait une conférence de presse voilà, hier. Le plateau, la commune du plateau, juste à côté. En 2015, il y avait 24 000 électeurs. En 2020, il y a 66 000 électeurs. C'est-à-dire le plateau que vous voyez, qui n'a aucune opération immobilière, en 5 ans a enregistré 42 000 électeurs de plus que par le passé. Port-Boué, la commune de Port-Boué, avec tout ce qu'il y a eu comme casse, déguerpissement autour de l'aéroport, sur la plage, à Gonzagueville, toutes ces populations parties, on est passé de 97 000 électeurs en 2015 à 134 000. C'est-à-dire qu'on a chassé les gens et on retrouve 36 000 électeurs en augmentation. Ouais, ces genres de chiffres ne peuvent pas être corrigés par la CEI. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas dans ses cordes, dans ses missions. La CEI organise les élections, enregistre les électeurs, publie cette liste, ceci a été fait, mais ce n'est pas à elle d'auditer, c'est le gouvernement. Donc quand l'opposition parle, c'est au gouvernement que l'opposition s'adresse. Il faut qu'on s'asseye pour voir ce qui ne marche pas sur cette liste-là. Non seulement le contentieux ne portera pas sur... la CEI ne pas... Ça fait partie des irrégularités. C'est pas grave. Mais j'ai vu... On laisse César Eto'o terminer. J'ai vu des cadres du parti au pouvoir et le président de la CEI défendre sur ce même plateau ces accusations, se défendre de ces accusations en disant tout ce qu'on dit là, ça ne peut pas faire plus de 3% de l'électorat. Mais mes frères, on gagne une élection à 50% plus une voix. Quand vous allez déjà à 3%, c'est trop. Donc le gouvernement s'adresse, l'opposition s'adresse au gouvernement pour que le gouvernement veille. Parce que c'est quand même le gouvernement qui a nommé la CEI. Absolument. Voilà. Oui, Saleh. Je vais juste dire un truc, parce que, ouais, dans ce pays, on doit faire un peu attention.
Quand nous venons sur des plateaux en tant que journalistes, nous devons essayer d'éclairer les populations en disant des choses qu'elles peuvent vérifier, des choses qui font avancer le débat. Le contentieux sur la liste électorale concerne tout. Vous découvrez dans une ville qu'il y a 5 000 habitants et que leur liste électorale fait 1 million d'habitants, c'est un problème. Il faut signaler ça à la CEI. Il faut signaler. Ah mais bien sûr, c'est le contentieux. Il dit que ça ne fait pas plus de 3%. Non, non, c'est pas la CEI qui a dit ça. Donnez-moi le document qui dit ça. C'est le président de la CEI qui a dit ça, sur ce plateau. Mais je ne dis pas ce que le président de la CEI a dit sur ce plateau. J'ai dit, est-ce que vous avez saisi la CEI de cette irrégularité-là? Est-ce que vous avez fait une réponse physique? À partir du moment où le président de la CEI défend ça, on s'adresse au gouvernement. Non, ce n'est pas vrai. Le cas du plateau, ça m'interpelle parce que c'est moi qui ai fait une enquête sur le plateau. Au plateau, il y a 8 000 habitants. L'enquête, on l'a faite en 2016, avant les municipales de 2018. 8 000 habitants, il y avait 76 000 inscrits au plateau. 2016, c'est pas maintenant. Donc ne faites pas comme si ça a été créé. Le plateau a une liste électorale qui est hors norme. Et ça, les gens ont expliqué ça. Pour dire que les Ivoiriens viennent faire leur activité au plateau, ils viennent travailler au plateau. Quand ils viennent faire leur travail, qu'il y a l'enrôlement, ils s'enrôlent sur place là. Depuis 2016, c'est pas maintenant, hein, j'ai les documents. C'est moi qui ai fait l'enquête. Donc le plateau là, c'est pas ceux qui vivent au plateau, qui sont sur la liste électorale du plateau. Au plateau, il y a 8 000 habitants. Il n'y a pas 50 000 habitants au plateau. 8 000. Ce que tu ne dis pas dans ton enquête, c'est que des gens sont allés ramasser des populations quelque part. En 2016, en 2015, pour les élections de 2016, je n'ai pas envie de dire le nom quelque part ici, hein. Des gens sont allés ramasser des électeurs. Non, mais alors, si on ne va pas faire une fixation, on va pas faire une fixation sur le cas du plateau. Oui, allez vous terminer rapidement. La loi, jusqu'en 2020, autorisait les gens à aller ramasser les gens partout pour venir les enrôler où ils veulent. C'est une loi. C'est en 2020 que le nouveau code électoral, en son article 9, punit maintenant la transhumance de ceux qui ne vivent pas là et qui sont... Mais si vous n'avez pas retiré ceux qui ont été enrôlés depuis 2016, avant que la loi ne rentre en vigueur, ils sont contre sur la liste électorale, vous ne pouvez rien faire comme ça. Donc c'est un fait. Ne dites pas qu'il y a une intention massive. Donc il faut frauder, s'il vous plaît. Il faut savoir. Comment? Très bien, Salé, on vous a bien compris. Salé Timon, on vous a bien compris. César et tout, s'il vous plaît. Athieu Banga, vous avez la parole. Je vais dire une chose, pour parler un peu dans le sens de la Salé. La loi me demande qu'on révise annuellement la liste. Exactement. Ce qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire. Et on attend à la veille des élections pour parler de liste électorale. On a l'impression que la liste électorale se fait quand il y a les élections. Non, il faut le faire tout le temps. Voilà. Et deuxième chose, moi, sans être juriste, quand on me dit contentieux, c'est-à-dire que je saisis tout ce que je trouve d'anormal. Et donc, plutôt que de venir sur un plateau de télévision pour dire j'ai constaté ci, j'ai constaté ça, c'est qui sera sans effet. Au moins aller vers l'institution, même si je ne lui fais pas confiance. C'est normal, hein? Moi je ne demande pas à quelqu'un de... La confiance, elle est personnelle. Quelqu'un peut ne pas avoir confiance en son État, il en a le droit. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, faisons confiance en l'État, mais il y a 10 ans, ne disaient pas la même chose. Voilà, en ce moment-là, ils n'avaient pas confiance en l'État. Quand l'État, c'est eux, ils demandent de faire confiance en l'État. Ça, c'est mal prendre le problème. Les gens n'ont pas confiance en l'État. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils aient confiance? Mais même là, comment on piège en quelque sorte l'État? Je sais que c'est mon volet, mais je vais. Voilà, on a remarqué tel nom, on a posé à la CEI tel jour, et elle n'a pas répondu. C'est la preuve même que cette CEI-là n'est pas crédible. Tout à fait. À ce moment-là, on demande un audit international. Mais quand le peu qu'on a, on ne veut pas le faire vérifier. Parce que c'est ça le rôle des partis politiques. Les partis politiques bénéficient d'un financement public pour faire justement avancer la démocratie et veiller à ce que la liste électorale soit conforme, c'est veiller à ce que la démocratie avance. C'est leur rôle, c'est leur devoir. Voilà. Au-delà des choses qu'on peut avoir comme souci. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de créer tous le schéma d'une crise. Voilà. Parce que quand je dis ça aujourd'hui et que je ne vais pas le corriger, c'est pour dire demain, écoutez, de toute façon, je n'avais pas gagné parce que j'ai déjà montré ça. Et en ce moment-là, on décrédibilise les choses, quoi. Voilà. François Conan? Est-ce que vous savez qu'il y a une grave crise de confiance en Côte d'Ivoire entre les fils et les filles de ce pays? Tel que la justice ivoirienne traite les dossiers, tel que le gouvernement s'organise pour ne pas donner de terrain à l'opposition, il y a une grave crise. Il y a une grave crise. Quand une opposition en appelle les institutions internationales
pour venir traiter un sujet d'ordre national. C'est qu'il y a véritablement une grave crise. Il faut tenir compte de cela. Et vous faites comme si on n'a pas envie. Non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie que les problèmes se règlent. Mais c'est parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Si il a fallu que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vienne donner des instructions, des instructions à la CEI pour dire qu'il faut revoir les CEI locales pour que l'État prenne cela en compte. C'est très bien. Or, les gens ont crié depuis le début qu'il y a un véritable déséquilibre entre à la CEI. Et certains observateurs avaient indiqué aussi que ce déséquilibre est très lié à la politique de la chaise vide pratiquée. Non. Ali, c'est pas comme ça. Non, je vous donne la parole tout à l'heure. Laissez François qu'on termine et je vous donne la parole. Alors donc, il appartient à l'État. Donc vous pouvez saisir la CEDEAO alors? Non. Mais ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Plus confiance à la CEDEAO aussi. S'il te plaît. Je te donne la parole tout à l'heure. Ils n'ont plus confiance à la CEDEAO. S'ils en appellent aux institutions internationales, c'est qu'il y a un problème. Il faut en tenir compte. Très bien. Voilà. Très Bernard. D'accord. Et je suis encore heureux que Dr François Conan évoque l'assistance de la communauté internationale. Il a évoqué un cas de crise de confiance entre les fils et les filles de ce pays. Soit, je lui concède cela. Mais commençons-nous d'abord même par nous conformer aux lois de notre pays. On a un processus électoral. On a une période de contentieux. Vous laissez ce contentieux et vous partez, vous allez chercher la solution à l'international. Si cette communauté internationale vient, écoutez, est-ce que vous avez respecté la période de contentieux? Qu'allez-vous dire? Il faut d'abord commencer par vous conformer à ce qui existe déjà. C'est pourquoi moi je parle là de légèreté, de manquement grave. Quand on est un leader politique, quand on est un responsable politique et qu'on a des financements publics, c'est-à-dire que l'argent du contribuable pour faire avancer la démocratie et que vous le voyez avec ce processus, vous n'êtes plus digne de confiance. Très bien, on va pas s'éterniser sur cette question. Oui, rapidement. Je voulais signaler à François qu'avant que le PDCI n'aille saisir la Cour africaine des droits de l'homme, le PDCI avait fait un recours au niveau de la justice ivoirienne. Et c'est parce que la justice ivoirienne a refusé son recours, a rejeté le recours que le PDCI allait saisir. Rejeté. Oui, mais ça peut être rejeté. Alors, très bien. Alors, on a entendu. Oui, Arthur. François, et César, ce que je dis, moi, je comprends. Hein, je ne veux pas condamner quelqu'un qui n'a pas confiance. Il a sans doute ses arguments. Mais je dis, il faut rendre ces contestations, il faut pouvoir tirer profit de ces contestations. Voilà. Chercher alors qui saisir. Si je ne veux pas saisir la juridiction nationale d'abord et ensuite la piéger, mais on peut même chercher, est-ce que la CEDEAO ne peut pas trancher sur ces questions, mais plutôt que de rester sur un plateau et parler, il faut chercher plutôt à agir, c'est ce que moi je dis. Voilà, agir soit en saisissant les tribunaux nationaux ou les tribunaux internationaux, si vous voulez, mais ne pas rester comme ça. Très bien, on va pas s'éterniser sur cette question. Juste un point. Oui, c'est voilà. ça. C'est-à-dire que, comme on parle de manque de confiance, il faut toujours situer l'opinion pour qu'on sache pourquoi l'opposition veut discuter aujourd'hui avec le gouvernement. Vous savez, c'est en 2010, après l'élection de 2010, le paysage politique a changé. Or, à la CEI se trouvaient les partis politiques, la société civile et les organisations rebelles. Il n'y a plus de rébellion. Les religieux aussi. Les religieux. Bon, à partir de 2010, il n'y a plus de rébellion. Donc, l'atmosphère a changé. OK. L'opposition demande à partir de 2012, à partir de 2012, il faut qu'on réorganise la commission électorale. Le gouvernement a fait la sourde oreille et en 2014, la CEI qui a été attaquée par une organisation de la société civile devant la Cour africaine a été mise en place. D'où la transposition de nos problèmes vers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Depuis ce moment-là, l'opposition ne fait plus confiance à la CEI. D'ailleurs, le gouvernement, je vais dire, le PDCI a saisi la justice en Côte d'Ivoire pour trancher un problème. Ça n'a pas été fait. Il a fallu que le PDCI se déporte. Donc aujourd'hui, l'opposition cherche tout simplement à remettre et le gouvernement et l'opposition elle-même autour de la table de discussion pour qu'on cesse, pour qu'on casse le manque de confiance qu'il y a entre les Ivoiriens
les uns les autres. Voilà le problème qui se passe. Alors, quand vous entendez l'opposition en train de crier très fort, il y a telle anomalie, c'est à vous de dire, ah, on veut les rencontrer pour savoir ce qui se passe. Il n'y a pas ça. Chacun vient pour défendre la liste électorale qui est truffée d'anomalies. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien entendu. Alors, nous serons à cette élection présidentielle dans exactement 65 jours. N'est-ce pas? Les candidats ont déposé leur candidature. Est-ce qu'on est en train d'aller vers une autre finale? Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié? Laurent Gbagbo aussi. Comment? César Eto'o a dit quoi? J'ai dit Laurent Gbagbo, il faut ajouter. Oui, d'accord, mais la candidature n'est pas encore déposée, c'est pour ça que j'ai pas Ça sera déposé d'ici lundi. Alors, vers quelle affiche allons-nous? Bon, d'abord, logiquement, hein, je n'ai pas l'espoir de César Eto'o sur la candidature de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, qui seront absents, qui seront les tendances, à mon avis, Soro s'est retiré. Absentes de l'élection. Il s'est pas retiré, s'il vous plaît. Donc, effectivement, on aura le président Alassane Ouattara en favori et naturellement Henri Konan Bédié en challenger. Voilà. Mais pour qu'on ait ce face-à-face, il faut qu'on arrive au moins un deuxième tour. Donc, c'est-à-dire quel rôle, quel poids auront les autres candidats, hein, Affi N'Guessan, Mabry Touakeus, est-ce qu'ils pourront contraindre au deuxième tour ça? Pour moi, Alassane Ouattara a pour lui son bilan, le fait qu'il soit le parti au pouvoir, le fait qu'il ait son retour comme candidat, même si ça a été contesté par l'opposition, a quand même cimenté son bloc RHDP, donc éteint ou reporté à plus tard tout ce qu'on peut avoir comme velléité d'indépendance de certains cadres. Donc, pour Henri Konan Bédié, qui pour moi sera sans doute le poids le plus important de l'opposition, il y a deux choses. Convaincre, donc, à mon avis, hein, ceux qui seront absents, ça se joue beaucoup là pour lui. Moi, je pense que, est-ce qu'il sera le candidat de toute l'opposition, c'est-à-dire y compris de l'opposition qui ne participera pas, qui ne pourra pas participer directement aux élections. En d'autres termes, est-ce qu'il pourra séduire l'électorat de Laurent Gbagbo ou avoir un accord avec eux, séduire, obtenir l'implication de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro avec lui? Ça peut le faire. Deuxième chose qui est importante pour lui, à mon avis, ça sera comment il va mener sa campagne. Parce qu'aujourd'hui, toutes les accusations qui viennent, c'est qu'il est âgé, c'est qu'on ne sent pas de programme. Donc si pendant la campagne, il montre un dynamisme, il s'est replacé autour de lui des jeunes qu'il en a, et qu'il montre finalement un programme qui peut être novateur, en ce moment-là, oui, il peut inquiéter un peu plus le président de la République, on pourra avoir ce face-à-face. S'il ne réussit pas ces quelques conditions, je crains fort que ce soit une victoire plutôt annoncée. Donc, très bien. Voilà. César Eto'o? Je constate que mon cher ami a déjà validé au niveau du Conseil constitutionnel la candidature illégale et inconstitutionnelle du président Alassane Ouattara. Je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel annulera cette candidature. Alors, ça, c'est du pragmatisme. Maintenant, l'opinion sur la légalité ou l'illégalité, pour l'instant, c'est le Conseil constitutionnel qui a ce boulot-là. Donc bon, à partir de ce moment, dès qu'il n'y a plus de doute comme ça, vous comprenez que ce que nous craignons risque fort de se passer et c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, César Eto'o? Ça veut dire que nous allons encore vers une crise. Il n'y a rien à faire. Au lieu d'aller à une élection où les choses sont remises à plat, on s'organise pour dire, bon, tel candidat, même si sa candidature est illégale, le Conseil constitutionnel ne pourra pas rejeter. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est mon opinion. Oui, moi je concède ça, vous savez. Mais à partir de ce moment, vous ne pouvez plus demander aux autres de respecter une loi que vous n'avez pas, vous-même, vous avez violée. Ça va être difficile. On va vers quelle affiche pour vous? On s'en va vers l'affiche de 2010. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Je vous ai dit ici que le lundi, Laurent Gbagbo, sa candidature va être déposée. Bon, peut-être je vous ai pas dit pourquoi. Simplement parce que aujourd'hui, tous ceux qui pensent que si le FPI, fidèle à Laurent Gbagbo, réclame des changements à la CEI, c'est parce qu'ils ont envie de boycotter les élections, ils se trompent.
Il n'y aura pas de boycott. Mais tous ceux qui pensent aussi que le fait de profiter d'une condamnation politique pour écarter un candidat, cela va marcher, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc on va vers encore des troubles dont le pays n'a pas besoin. Voilà, c'est de ça qu'il faut parler. C'est de ça qu'il faut parler, Ali. Assalé? Bien, moi je pense que souvent, sur ce plateau, j'ai souvent du mal à me positionner, parce que je ne sais pas si c'est en tant que journaliste qu'on intervient ou bien en tant que représentant du parti politique que nous venons intervenir sur le plateau ici. Ce que je veux dire, c'est qu'on a... On est en face d'une situation... On est en face d'une situation où moi je suis toujours dans le pragmatisme, quoi, totalement absolu. Vous avez un pouvoir qui finit son règne après 2 mandats et qui repart à la conquête du pouvoir. Et puis vous avez à côté de lui un monsieur comme Afin-N'Guessan qui est le candidat du FPI. En tout cas du FPI choisi. Légal. Bon, choisi, moi je ne sais pas, du FPI légal. Choisi. Après Afin-N'Guessan, vous avez d'autres candidats qui vont venir en titre indépendant, KKB et comme ça. À côté de cette entité-là, de ce bloc-là, vous avez les gens du RHDP qui ont quitté la mangeoire et qui, frustrés, sont candidats. Moi, je ne les vois pas... Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à tous ceux qui ont le RHDP et qui ont quitté le RHDP il y a à peine 9 mois et qui sont devenus opposants. Ceux-là, je les considère comme les candidats du parti au pouvoir. Henri Konan Bédié aussi? Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que... S'il vous plaît, ça c'est dû à ça. S'il vous plaît. Non, c'est fort. Je comprends, mais après on vous donne la parole. C'est à fin 2018 que le PDCI... C'est depuis le bureau politique de juin 2018. Mais c'est ça que je viens de dire. Depuis 2018 que le PDCI a quitté le RHDP. Parce que moi, je veux bien voir les critiques qui vont être faites. Quand on a gouverné pendant 8 ans, avec un régime, je veux voir les critiques qu'on va faire quand on est responsable, quand on est aussi co-auteur de tout ce qui a été accompli sous ce régime. Il y a quelques jours, on a écouté Mabry Touakeus, qui critique maintenant, lui il est parti il y a à peine 2 mois, qui critique des opérateurs économiques qui ont bénéficié de tous les passe-droits sous le régime RHDP. C'est seulement il y a 2 mois qu'il a constaté cela. Un bon témoin. Après avoir passé 17 ans au gouvernement. Donc pour moi, ceux-là, ce n'est pas les candidats qui viennent pour devenir président. Ils viennent parce que quelque chose s'est passé avec le régime en place. Et ils viennent... Non, c'est mon opinion. Ils viennent pour pouvoir récupérer leurs revendications. C'est tout. Et donc on aura un bloc RHDP, le président Ouattara, s'il est candidat, et le président Bédié pour le compte du PDCI. Mais on ne pourra pas faire de vrais débats parce que c'est la même équipe qui est scindée en 2 groupes qui revient à la bataille. C'est ce que j'ai dit. Vous faites comme si, sans le RHDP, Henri Konan Bédié n'aurait pas existé. Mais c'est lui, au contraire, qui a fait le RHDP, qui vous a aidé. Maintenant, vous voyez le nombre de... Non, mais est-ce que vous voyez le nombre de personnalités qui ont quitté le RHDP? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Si vous le savez, dites-non. Je ne suis pas le représentant du RHDP. Mais non, tel que tu parles, on dirait que tu es le représentant du Non, développez votre point de vue. Je veux dire quoi? Voilà, il est le problème du parti. Ils ont fait des chemins ensemble. Il s'est trouvé qu'ils se sont plus entendus à un certain niveau. Et Henri Konan Bédié ou les autres sont revenus dans leur parti de base pour penser autrement. Parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise au RHDP. Parce qu'on les brimait pratiquement. Henri Konan Bédié, vous avez eu, à un moment donné, des accords secrets, et après vous venez dire que non, c'est nous qui vous n'avez rien. Non, le problème de l'alternance. Ah, d'accord. Je veux dire, Henri Konan Bédié n'est pas... Donc c'est une question de frustration, alors. Il n'est pas comptable de la gestion du RHDP. Aucunement, François? Aucunement, parce que tout ce qu'il a envoyé au RHDP, ils sont restés. Les Adjoumani... Ils sont tous restés. Donc, il est revenu à la case départ. Il y a qui avec le dia alors? Vous avez fini, François Konan? Vous avez fini? Vous avez terminé? Je n'ai pas fini. Terminé? Alors, moi, je pense qu'au lieu de perdre le temps à parler Henri Konan Bédié, il représente quelque chose d'important. Et c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Wow. Voilà. Donc, il faut tenir compte de cela.
C'est l'espoir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ne parle pas comme ça d'une personnalité sans respect. Ça... Bernard. D'accord, merci. Excusez-moi, bon, quand on dit qu'Henri connaît bien l'espoir de la Côte d'Ivoire, bon, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Il a le droit de penser. Moi, je suis quand même ahuri quand j'attends que certaines choses sur ce plateau. On nous pose une question. Le 31 octobre, il y aura une élection en Côte d'Ivoire. Oui. Qui part favori, qui peut gagner? Et c'est toutes les personnes pour dire, on ne dit pas qui est susceptible de gagner par rapport à son projet. On dit non, si tel est candidat, il y aura la guerre dans le pays. Quelle est cette personne n'a encore prononcé le mot guerre. S'il vous plaît. J'ai la parole, s'il vous plaît. Je ne pas courtois, je n'interromps pas les gens quand ils parlent. J'estime que quand on est sur un plateau et quand on pose une question, il faut quand même éviter les fuites en avant. Je parle à mon aîné César et tout. Vous dites que Alassane Ouattara, si sa candidature passe, il y aura une crise en Côte d'Ivoire. Au même moment, vous dites que Laurent Gbagbo sera candidat. Prenez les deux cas. Alassane Ouattara qui est sur la liste électorale, qui a déjà déposé sa candidature, vous dites que s'il est candidat, la Côte d'Ivoire va brûler. Laurent Gbagbo, qui n'est pas sur la liste électorale, qui n'a pas encore déposé sa candidature, s'il pose sa candidature, nous serons dans un Eldorado. Quand même, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on essaie d'analyser objectivement la situation. Je l'avais dit, les trois ténors se retrouvent sur la scène politique. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara. Et moi, je ne parlais même pas de Laurent Gbagbo, pas d'Afin Guessan. Ça sera bilan contre bilan. Les Ivoiriens d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. L'Ivoirien de 2000 ou de 2010 n'est pas l'Ivoirien de 2020. Les politiques peuvent tenir les discours politiciens, haranguer les foules. Mais celui qui est au village, qu'est-ce qu'il gagne dans ta gouvernance? Qu'est-ce que j'ai gagné sous Henri Konan Bédié? Qu'est-ce que j'ai gagné sous Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que j'ai gagné sous Alassane Ouattara? On a la chance que ces trois ténors-là ont dirigé le pays. Non, mais non, je suis obligé de vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter. Arthur Banga, pour terminer. Rapidement. D'abord, ça, c'est le plus grand mal, le fait qu'on ait un peu le film de 2010. Parce que quand j'écoute Bernard, je vois que c'est le plus grand mal. Parce que l'élection, c'est le futur, on a l'impression que c'est le passé. Quand tu dis qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont... L'élection, c'est le rendez-vous des 5 prochaines années. Voilà. Et on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, l'élection sera le rendez-vous... Sur la base de ce qui s'est passé les 10 dernières années. Qu'est-ce que chacun a apporté au développement du pays? C'est ce que je défends. Je comprends. Je ne dis pas ce que chacun a gagné. C'est le bilan que je... S'il vous plaît, Bernard, vous aviez compris. Une élection se gagne plus par un projet que par un bilan théoriquement. Voilà. Quoique le bilan va compter, et je pense que personne ne manque d'arguments dans le bilan, on aura le temps de les entendre. Deuxième chose sur laquelle je veux revenir, par rapport à ce qu'a dit Assalé, il ne faut pas être trop réducteur aussi. C'est vrai, on est clair, s'il y avait eu un accord entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, le RHGP aurait fonctionné. Ça, on est clair. Maintenant, limiter, dire que... parce qu'ils sont séparés, les autres n'ont aucune vision, ne sont là. Non, ça, c'est réducteur. Voilà. Je pense que je vais être très terre à terre. Hein. Quand je suis avec ma femme, quand elle ne sait pas cuisiner, tant qu'on est marié, je le masque. Voilà, ça ne dit pas qu'elle sait cuisiner. Mais le jour où elle sera divorcée, quand tu viendras me voir, je te dirai, en fait, depuis longtemps, elle ne sait pas cuisiner, en quelque sorte. Je lui ai dit que même quand ils étaient ensemble, il faut même regarder les quelques déclarations des bureaux politiques du PDCI ou même surtout du PDCI. On verrait qu'avec quelques petits points quand même que certains soulevaient en différence. Voilà. Aujourd'hui, le fait qu'ils soient séparés peut mettre en évidence ces différences. Mais au-delà des différences, il faut que l'élection soit un rendez-vous du projet. Qu'est-ce qu'on veut faire pour ces 5 années à venir? Et là-dessus, le fait d'avoir été ensemble pendant 8 ans peut permettre justement à l'un et à l'autre de voir qu'est-ce qui n'a pas bien marché durant ces 8 ans. Parce que si le président l'a dit, il y a des choses qui vont renforcer. Donc, quelque chose n'a pas bien marché. Donc, à partir de ce qu'on a fait en commun et qui n'a pas bien marché, on aura aujourd'hui quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Voilà, je vais dire que... Là, tu me rejoins, là. Oui. Tu me rejoins. Bernard, nous sommes au terme de cette partie. En une minute. D'accord, une minute. Attendez, je ne dis pas qu'on doit regarder dans le rétroviseur, mais quand on parle de projet, c'est sur la base de ce qui a été fait. On a vu des gens qui ont eu des maquettes, des projets futuristes qui n'ont jamais eu un début de réalisation. Mais c'est le concret. Je suis d'accord avec ça. S'il vous plaît. Arthur, s'il vous plaît. Alors, vos 1 minute sont épuisées. Assalé Timoko, en 1 minute aussi. Je veux dire juste en 1 minute qu'il ne faut pas que les gens fuient leur passé. Autant le RHDP a gouverné
avec le président Gbagbo de 2003 pratiquement jusqu'à 2010, et donc le RHDP, dans toute sa composante, est co-auteur, est responsable du bilan du président Gbagbo de 2003 à 2010. On n'a pas eu cette impression durant la campagne. Justement, c'est ce que je dis, ils ont nié ça, mais moi je le dis ici. Ils sont responsables de la gouvernance de ce qui s'est passé, le bilan. Le PDCI ne pourra pas se dédouaner pendant cette élection-là de ce qu'il a fait avec le RHDP. Ça, c'est clair. De 2010 à 2018. Donc vous ne pouvez pas dire que le PDCI n'assume pas le bilan du président Ouattara. Le PDCI doit assumer le bilan du président Ouattara. Ne vous moquez pas des Ivoiriens. C'est ce que je voulais dire. On vous a bien compris. Une minute, César Eto'o, une minute. S'il vous plaît, François Konan, une minute, César Eto'o. Je peux parler en une minute. Premièrement, Krabena, le mot « guerre » n'est pas sorti de ma bouche. Vous avez plutôt parlé de crise. Voilà. On est bien d'accord. Moi, je parle de crise. J'étais sur ce plateau il y a à peu près un mois. Il y a à peu près un mois. Moi, je dis, je souhaite que le président Alassane Ouattara ne suive pas les cadres du RHDP qui lui demandent d'être candidat parce qu'il va mettre le pays en instabilité. J'ai dit ça. Vous voyez, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été suivi, tout est consommé. Aujourd'hui, nous sommes à la période de dépôt des candidatures, bientôt de validation des candidatures. Nous sommes journalistes et je parie encore sur l'avenir. Si l'on n'y prend garde, la crise va aller s'accentuant. Parce que depuis un mois que j'ai dit ici que la candidature du président Ouattara va nous créer une crise, ça nous a créé une crise. Aujourd'hui, je pense que la façon dont ces candidatures vont être traitées, ça va nous créer encore une autre crise. Et je le dis. François Konan, une minute. Oui, bon, je ne suis pas en train de répondre à Saleh. Je veux dire que le PDCI n'a jamais fui le passé, que le PDCI, pendant près de 10 ans, a travaillé avec RHDP. C'est parce qu'ils ne se sont pas entendus à un moment donné qu'ils se sont retirés. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de projet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de projet. Et ces projets-là, le président l'a dit au dépôt de sa candidature, qu'il y a une véritable question de réconciliation nationale. Parce que depuis quelques années, chacun, on vit tous en vase clos et on ne s'entend pratiquement plus. On est pratiquement en crise et il y a la division un peu partout. Et donc, je pense que chacun puisse proposer aux Ivoiriens ce qu'il a de plus important et de plus intéressant. Donc, s'il veut parler du RHDP, qu'il parle du RHDP, mais qu'il mélange les serviettes et les torchons, c'est pas possible. Alors, docteur Arthur Banga, vous bouclez la boucle rapidement en une minute. Juste pour dire que, clairement, le PDC ne gagnerait pas à ne pas assumer ces 8 années de gouvernance commun. Ils ont assumé. Il faut l'assumer. Il faut juste dire qu'à partir de ces 8 ans, il y a des choses qu'on n'a pas comprises ou sur lesquelles on n'était pas d'accord et on veut une nouvelle politique. Mais venir dire que oui, c'est ce qui s'est passé pendant 8 ans, on n'y est pas. Si, vous y êtes quand même, soyons sérieux. Et voilà. Deuxième chose que je voulais dire, pour revenir à votre question, pour moi, clairement, on aura un favori qui est Alassane Ouattara. Et en fonction de comment Bédié va manager sa campagne et l'opposition de façon générale, il pourra le challenger ou pas. Voilà. Très bien. Merci à vous, chers confrères, d'être venus commenter l'actualité politique ce soir sur NCI. Dans quelques instants, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission en parlant de football. Ce sera juste après la pause. Retour sur le plateau de NCI 360 pour ouvrir le deuxième tableau de cette émission dans lequel nous parlons football. Vendredi, la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football avait été rejetée par la commission électorale. Il ne restait plus qu'en lice Sori Diabaté et Idriss Diallo. Les candidats avaient 5 jours pour saisir la commission de recours de la FIF et est survenu un nouveau rebondissement dans la course à la présidence de la FIF. La Fédération internationale de football FIFA aurait demandé l'arrêt immédiat du processus électoral et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour en parler, 3 journalistes sportifs nous ont rejoints en plateau. Sewe Annoncia, Choualio Diomade et Gourou Martial. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de suivre ce sujet de Pierre Dipaumelin et on prendra vos avis juste après.
Didier Drogba n'aura pas le droit de se présenter pour l'élection à la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football. L'ancien buteur de Chelsea ne remplit pas les critères d'éligibilité. Ce sont notamment les parrainages de l'Africa Sport et l'AMAFSI, Association des arbitres de football, qui ont été déclarés irrecevables par la commission électorale de la FIF. La motivation du rejet de la candidature lui a été notifiée par la commission électorale. Cette élection du président de la FIF est un feuilleton à multiples rebondissements depuis le mois de juin. Après plusieurs blocages et de nombreuses tractations, la commission électorale qui avait été suspendue a pu reprendre le service. 2 candidats ont été retenus. Il s'agit de Sori Diabaté et d'Idriss Diallo. 2 autres recalés, Didier Drogba et Kouadio Paul. Les recalés disposent d'un délai de 5 jours pour saisir la commission de recours, qui elle aussi aura 5 jours pour liquider les contentieux. Ce rejet de la candidature de l'ex-capitaine des éléphants montre les difficultés de la star à s'implanter dans le milieu footballistique ivoirien, malgré son statut, sa centaine de sélections en équipe nationale. Jamais une élection du président de la FIF n'avait causé autant de tumulte. Marquée par la démission de René Dibi, président de la commission électorale, et la division des acteurs du football ivoirien, sur fond de querelles intestines. Alors, cette élection à la tête de la FIF, évidemment, cristallise beaucoup d'attention. Jeudi, vous venez de le voir dans le sujet, la commission électorale a donné une décision qui élimine Didier Drogba dans la course à la tête de la FIF. Et un autre rebondissement, vendredi, finalement, la FIFA qui a donné une autre décision pour demander à la FIF de suspendre le processus électoral. Ça fait beaucoup de rebondissements, finalement. Déjà, avant de vous proposer tout à l'heure en sujet la décision de la FIFA, comment vous réagissez, Sewoy Annoncia? D'abord, moi, je ne suis pas surpris parce que c'est la Fédération ivoirienne de football qui a appelé la FIFA dans cette affaire. Donc aujourd'hui, elle est suspendue aux désirs et aux envies de la FIFA. Et c'est une bonne guerre. Parce que déjà, le jeudi, on avait parlé de reprise. Il n'y a pas eu de reprise le mercredi. Le président de cette commission a claqué la porte. Est-ce une démission? Pourquoi il a claqué la porte? Parce qu'il y avait des dissensions. Il a estimé qu'il y avait déjà une décision qui a été prise le 10 août dernier et il fallait la signature du secrétaire général de la fédération, de la commission électorale, Samé Tiassé. Il devait signer. Il avait déjà fini le travail, donc il restait que la signature du SG de la commission. Lui, il dit niet, il a refusé de signer sous prétexte que les tests de la FIF ou bien du code électoral ont été violés. Il a mis son veto et on était dans une impasse. C'est en tenant la FIF, le comité d'urgence présidé par Sidi Diallo a mis fin aux travaux de la commission et en informant la FIFA. La FIFA, quelques jours après, a réagi pour dire non, le processus doit continuer, Dibi doit travailler avec les membres et on attend vos décisions. Pour la reprise, tout le monde pensait que Dibi serait entouré des membres de la commission. On se retrouve le 25, Dibi claque la porte et dit n'est pas dans les affaires parce que Samé Tiassé veut reprendre tout le processus à zéro. Il était malade en temps, il a suivi la réunion par visioconférence, mais il voulait reprendre tous les travaux et il est parti. Après, on remarque qu'il a été remplacé par le vice-président, M. Kona NS Kwasi. Au niveau de la commission, ils ont écarté Dibi du processus et ils ont produit une décision qui nous a montré que Didier Drogba et Kofi Paul ont été recalés. Bon, moi, sincèrement, je me dis, c'est vrai, la commission a produit un communiqué annonçant des résultats, mais dès l'instant où la FIFA a fourré son nez dans cette affaire, j'attendais sa décision et aujourd'hui, vendredi, elle donne une décision pour dire suspendre le processus encore électoral. On est dans une impasse, ça ne m'étonne pas. Vous comprenez tout cela, Martial Goro? Bon, c'est vrai que je ne partage pas totalement ce qu'il a dit parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas assez justes. Mais je pense que... Quelles sont ces choses qui ne sont pas assez justes? On est là justement pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Bon, ok. Quand il dit, par exemple, que les autres membres de la commission ont écarté M. René Dibi, son président, je pense que ce n'est pas une bonne information. M. René Dibi participait à une réunion de la commission électorale pour des raisons qui lui sont propres. Il est sorti, il a claqué la porte. Mais le processus doit se poursuivre. Et dans les tests, le code électoral de la Fédération ivoirienne de football,
il est clairement notifié que quand un membre est absent, il ne peut plus poursuivre le travail pour lequel il est là, on prend un suppléant. Fut-il le président de la commission? Tout à fait. On prend un suppléant qui le remplace et au niveau des membres de la commission, ils font un vote et c'est comme ça qu'ils ont élu un nouveau président de la commission qui est le magistrat, M. Conan Ernest. Et donc, naturellement, la commission a poursuivi son travail pour en arriver là. Maintenant, pour revenir au dernier courrier de la Fédération internationale de football association, ce que je voudrais dire, je pense que c'est dans la logique des choses. Parce que dans le code électoral de la FIF, il est clairement indiqué que si la Fédération internationale ne comprend pas certaines choses, elle a le droit de stopper le processus pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qui a été fait. Très bien. Chola Diomandé. Oui, écoutez, moi je ne suis pas surpris de l'intervention de la FIFA, mais comme il le dit très bien, les dispositions finales du code électoral de la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances internes élues de la Fédération ivoirienne de football pour en contrôler la conformité, vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. Donc, la FIFA a le droit d'intervenir dans cette affaire. Maintenant, là où je ne partage pas le point de vue de Martial, mais la fameuse réunion qui a eu lieu où la candidature de Didier Drogba et celle de Kwadjo Paul ont été rejetées, qui a convoqué cette réunion? Qui convoque cette réunion? Vous avez l'information, dites-nous. Non, je vous dis non, parce qu'à ce niveau aussi, il faut qu'on soit clair. Le code électoral est bien précis là-dessus. Dans le code électoral, l'article 7, convocation et quorum. Seule une commission valablement convoquée par son président est habilitée à délibérer et à prendre des décisions. Seule une commission valablement convoquée par son président. Dans ce que je sache, M. René Dibi n'a pas démissionné. Il a claqué la porte. Est-ce que claquer la porte veut dire démission? Donc ça veut dire que cette commission qui s'est réunie, les décisions prises sont nulles et non avenues. Les gens de la FIFA, ils sont au courant de tout. Les gens ont l'impression qu'on est dans notre monde. Là, les gens de la FIFA sont au courant de tout. Ils savent tout ce qui se passe. C'est pourquoi ils prennent cette décision de suspendre le processus. Parce que la décision qui a été prise par cette commission, mais elle n'a pas été convoquée dans les normes. C'est seul le président. Mais parce que René Dibi n'a pas démissionné, il n'a jamais démissionné. Voilà. Mais est-ce que l'absence de René Dibi, comme l'indiquent les autres observateurs, ne fait pas foi de démission? Oui, mais d'abord, pour préciser, il faut dire qu'il faut motiver. L'article 5 le dit. Si un membre ne se sent pas, il récuse le processus, il informe, il rend sa démission. Il faut que ça soit acté. Dans le cas, on se retrouve dans une affaire où depuis un moment, il y a des dissensions entre les membres. René Dibi dit, les membres ont validé au cours des votes les différentes décisions, les candidatures, tout est fait prêt. Alors, et on revient, pour que les Ivoiriens comprennent, initialement, il y a une décision qui a été prise par la commission électorale, portée par René Dibi, qui validait les candidatures de Didier Drogba, de Sori Dabaté et d'Idriss Diallo. C'est bien cela. Oui. Cette décision n'a pas été rendue publique. Est-ce qu'on est bien d'accord? Elle est réputée inexistante. Elle est réputée inexistante. Voilà. Et ensuite, il y a eu un blocage, suite auquel la FIFA est intervenue pour demander que la commission électorale puisse poursuivre son travail. Et on a un nouveau blocage, parce que René Dibi s'est porté absent. Je voulais rebondir. Au niveau de la commission, pour ce que je sais qu'il y a eu une première réunion où la majorité des membres de la commission n'étaient pas pour la candidature de Didier Drogba, qui était contraire au test de... Pourquoi contraire au texte? Expliquez-nous. Bon, je vous explique. Vous savez, pour être candidat, pour que ton dossier soit validé, il faudrait remplir des critères, des conditions. Notamment des parrainages. Les parrainages. Il faut que le dossier de candidature soit soutenu par au moins un collectif de 8 clubs, de membres actifs. Mais il se trouve qu'au niveau de Didier Drogba, en dehors des 12 parrainages et des triparrainages, qui du reste, je le dis, ne doit pas être accepté par la commission, qui, pour moi, s'est vraiment trompée. Peut-être de bonne foi ou de mauvaise foi. Parce que
lorsque les tests de la Fédération ivoirienne de football sont muets sur le problème des doubles et des triples parrainages, on se réfère à la fêtière suprême, qui est la Fédération internationale de football association, la FIFA. Et dans les tests de la FIFA, il est clairement indiqué que les doubles parrainages ne sont pas permis. Mais on n'a pas respecté cela. On est allé pour des arrangements, on a voulu permettre que la candidature de quelqu'un soit retenue. Mais donc, au niveau de Didier, en dehors des doubles parrainages, il y a un autre problème. Il a reçu le parrainage de l'Africa Sport d'Abidjan, il a reçu le parrainage de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, la MAFSI, et il y a un autre problème qui est celui de dépôt, le courrier. Parce que quand tu dois déposer, tu fais acte de candidature, tu as 30 jours avant la date de l'élection qui était prévue en temps pour le 5 septembre. Et Didier n'a pas déposé son acte de candidature dans la période qui est prévue par les tests. Vous êtes en train de dire qu'il a déposé son candidature au-delà du délai. En dehors du délai. En dehors du délai, les 30 jours avant. Mais il n'a pas respecté cela. Maintenant, pour revenir à l'Africa et à l'amicale des arbitres, l'Africa Sport, on sait officiellement que le président légal s'appelle Vagba Alexis. Au niveau des arbitres, c'est M. Koulibaly Souleymane. Mais il se trouvait que les dissidents au niveau de l'Africa et des arbitres ont organisé d'autres rencontres et c'est à l'issue de ces rencontres qu'ils ont délivré le parrainage à Didier. Donc logiquement, la commission qui se réunit, ils reconnaissent que c'est Vagba Alexis et M. Koulibaly qui répondent de ces deux associations. Donc naturellement, la commission profite de cela pour rejeter. On vous a bien compris. Arthur Banga. Il faut que je lui dise quand même quelque chose, parce que dans cette affaire, sois honnête et clair. D'accord. Parce qu'au cours d'une conférence de presse, le secrétaire général de la commission, M. Sam Etiassé, a rendu public les décisions de la commission. Il a dit concernant les doubles triples parrainages, la commission a validé. Ça, c'est de 1. Concernant le parrainage de l'Africa, la commission a validé. Il s'est trouvé le seul point où il a mis son veto, c'est concernant les arbitres. Donc, on voit que la commission, il y a un double jeu. Ils se sont réunis. Quand tu nous dis aujourd'hui que tu t'abuses, on est d'accord. Moi-même, je vais vous dire une chose. Je vous explique ce qu'on appelle le parrainage. Les tests, quand vous dites les tests sont mieux là, mais respectez les gens. Ceux qui ont fait les tests sont habillants. M. Jacques Anoumel était président de la FIF. M. Ouattara Ego, il était le SG. Brice Ouabi, maître, il était là. Un parrainage, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Ali, vous êtes assis. On dit... Vous êtes supporter du Barça, lui, il est supporter du Real Madrid. Non, je vous dis une chose, un exemple. Voilà, je vous donne un exemple pour comprendre ce qu'on appelle un parrainage. Le parrainage, c'est une affaire de confiance et de soutien. Il y a deux équipes. On dit qu'il faut le soutien des supporters pour que tu sois champion. Est-ce que moi, je suis supporter du Barça, je vais donner en même temps mon parrainage au Barça et au Real Madrid? C'est archi faux. Et encore, je précise, le Sporting Club de Gagnoa, dirigé par le maire Youssouf, il a reconnu, il met quiconque au défi de nous dire qu'il n'a pas donné son parrainage, le vrai, à Dieu Drogba. Une fois qu'ils ont donné, bon, il n'y a pas eu de doute, puisque quand tu donnes, tu t'es trompé, tu récuses, tu peux récuser. Donc, il y a eu encore une récusation au niveau de certains présidents de club. Il faut que ça soit clair. D'accord, on vous a bien compris. Moi, sans être journaliste de sport, je suis passionné de foot et je suis, d'ailleurs, je te félicite d'être supporter du Real de Madrid. Merci. On va s'attirer la foudre des supporters du FC Barcelone. Mais bon, juste un coucou pour le 8-2 face au Bayern. Donc, pour être plus sérieux, d'abord, l'intervention de la FIFA, elle est logique. Elle en a le droit. Et c'est d'ailleurs la FIFA qui fait un courrier à la FIFA pour lui donner l'information. Et c'est en réponse qu'on a quelque chose d'important dans le communiqué de la FIFA. Entériné par vote. Voilà. Donc, on ne peut pas se pointer, oublier sur entériné par vote. C'est que nécessairement, il y a un vote. De toute façon, je veux voir comment la FIFA va accepter un double parrainage, mais soyons sérieux. Soyons sérieux un moment. Même à la présidentielle, quand vous déposez des parrainages, le Conseil constitutionnel fait des croisements pour ne pas connaître de double parrainage. Dans aucune élection au monde, il y a un double parrainage. Ça, c'est même pas à discuter. Voilà. Donc, la FIFA, je ne sais pas comment la FIFA va me faire croire qu'il y a un double parrainage. Donc, pour vous, vous récusez le fait que le double parrainage a été accepté. La FIFA a accepté le double parrainage, je trouve ça même pas normal. Deuxième chose que je ne trouve pas normal, on ne peut pas être là et me dire que deux personnes peuvent signer pour la même association. Je suis assis là, j'ai fait un papier en tête, Ali Diarasouba, je signe, c'est Ali Diarasouba. Voilà. Il faut clairement que la FIFA, ou bien comme la FIFA s'est saisie du dossier, nous dise qui a le droit de signer.
Voilà. Si c'est Didier Drogba qui a le droit de la signature, qu'elle nous le dise. Si c'est eux qui nous le disent, mais on ne peut pas accepter un seul moment qu'on ait ça. Troisième chose que je veux dire, c'est quand même dommage, vraiment dommage, pour quelqu'un de la trempe de Didier Drogba, qui nous a fait rêver de se retrouver dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que l'analyse sociologique n'a pas été faite. Il est parti sur un projet qui est rêveur, qui est rénovateur, mais à mon sens, hein, ça n'a pas travaillé suffisamment, son équipe n'a pas travaillé suffisamment sur l'enjeu, sur ceux qui devaient voter. Et là, je trouve pour quand même quelqu'un de la trempe de Didier Drogba, que se retrouver même dans ces trucs-là, c'est quand même, quelque part pour moi, son image prend un coup. Il aurait dû mieux préparer en concernant l'analyse sociologique de ceux qui allaient voter. On ne fait pas une campagne populaire quand c'est un collège électoral réduit. On ne peut pas, pendant tout un moment, ne pas... Il aurait dû se rapprocher, mener des choses, mais c'est banal. Mais son équipe vous dira qu'il l'a fait. Assalé était candidat à la mairie. Je pense qu'il a préparé sa candidature, il a fait des choses pendant longtemps. Mais Didier Drogba aussi vous dira qu'il a préparé sa candidature depuis longtemps. Il a très mal préparé. D'accord, on vous a bien compris, Arthur Banga. Je suis allé vous demander, est-ce que vous comprenez qu'il y a une polémique autour de l'attribution du parrainage de l'AMAFSI et de l'Africa? Écoutez, la polémique, il faut qu'on se le dise. C'est la Fédération ivoirienne de football qui a créé tout ce bazar. Comment? Pourquoi? Parce que quand j'entends parler du respect des tests et tout ça, je vais vous donner... Est-ce que les textes prévoient déjà le double parrainage? Écoutez, la commission, au sein de la commission électorale, ils ont accepté le double et triple parrainage. Et c'est illégal? Non, s'il vous plaît, laissez Cholo terminer, s'il vous plaît. Pour répondre à votre question au niveau de l'AMAFSI, déjà où c'est faux, c'est-à-dire que le président de l'AMAFSI, qui donne son parrainage au candidat Sori Diabaté, et Sori accepte, ils font du faux. Pourquoi? Pourquoi? Je vous dis, voici... On nous parle d'une assemblée générale qui a eu lieu à Yamoussoukro. Laisse-moi terminer. Voici le statut et règlement intérieur de l'AMAFSI. Dedans, il est écrit, pour sauvegarder l'impartialité de l'AMAFSI, le président se réserve d'accepter une fonction permanente et rémunérée dans les organes de la Fédération ivoirienne de football. Pour ce faire, il pourrait compter sur son vice-président ou un représentant désigné soit par lui, soit par l'Assemblée générale. Les missions d'expertise et de consultants ne sont pas concernées. C'est-à-dire que M. Koulibaly Souleymane, qui est le président de l'AMAFSI, ne doit pas être membre de la Fédération ivoirienne de football. Alors que nous savons tous qu'il fait partie de la Ligue professionnelle. Donc, dès ce débat... Est-ce que la Ligue, c'est la Fédé? Il y a le président de la Fédération. Non, s'il vous plaît. Dans tous les pays du monde, il y a la Ligue et la Fédé. Aujourd'hui, écoute-moi, monsieur. Cholo, je vous pose la question autrement. Est-ce que Koulibaly Souleymane est membre de la Fédération? La Ligue, c'est pas la Fédé. La Ligue fait partie de la Fédération ivoirienne de football. Non, mais en Côte d'Ivoire, c'est pas dissocié. Comment? Ça veut dire que... Écoute-moi bien. On laisse Cholo demander terminer. S'il vous plaît, Arthur Banga, s'il vous plaît. La Ligue professionnelle de football en Côte d'Ivoire n'a pas un statut juridique à part. La preuve, le président de la Ligue professionnelle et le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Alors, de quoi on nous parle? Maintenant, je vais vous dire une chose. Au niveau de la marché, les mêmes gars, le groupe de Danon Roland, ceux qui ont démis Koulibaly Souleymane, ce sont les mêmes, le 12 mai 2018, qui ont démis Charaf avec la complicité de la Fédération ivoirienne de football. Et le parrainage que l'AMAFSI de Koulibaly Souleymane donne à M. Sori Diabaté, ça a été fait depuis le mois de mars. Les gens de la commission électorale, M. Soumaro, l'a bien signifié devant tout le monde lors de sa conférence de presse. Il dit voilà un parrainage qui a été remis à M. Sori Diabaté, a été signé depuis le mois de mars. Et les arbitres, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Comment on peut donner un parrainage à M. Sori Diabaté depuis le mois de mars et on nous invite à Yamoussoukro le 9 juin pour venir... Est-ce qu'ils ont montré la preuve? Non, vous donnez un argument. Moi, je veux qu'on soit dans les faits. Est-ce qu'ils ont prouvé que le parrainage a été donné depuis mars? Ça, c'est un membre de la commission électorale, M. Soumaro, au cours d'une conférence de presse, qu'il a dit... Attends, monsieur, s'il vous plaît. Il a dit au cours d'une conférence de presse devant tout le monde. S'il vous plaît, Arthur Banga, s'il vous plaît. Et les journalistes l'ont repris, l'information est passée. Donc, j'arrive. Donc, c'est pour vous dire, j'arrive. À Yamoussoukro, le 9 juin, on nous dit que les arbitres vont décider à qui ils vont donner le parrainage. Alors que ce parrainage est déjà donné. Donc, il y a un groupe d'arbitres qui dit non, mais il y a un problème. Et ils sont majoritaires. Ils ont signé une pétition
près de 343 habitent pour convoquer une assemblée générale. Ils vont à l'assemblée générale, il y a 225 présents. Ils nomment un nouveau président. On nous dit non, que le président... Est-ce que cette assemblée générale, justement, est légale? Non, j'arrive. Mais ils ont saisi le ministère des Sports. Ils ont écrit à la Fédération ivoirienne de football. Ils ont écrit au ministère de l'Intérieur. Donc, au sein de la commission a jugé cette assemblée générale-là légale. Non, puisque le même jour... S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je vous donne la parole après, Arthur Manga, s'il vous plaît. Attends, mais je vais te dire une chose. Tu sais, ce problème-là, on fait beaucoup de discours. Je te dis, prenons le code électoral. L'article 8 du code électoral, les décisions. On dit, toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès verbal, signé par le président et le secrétaire de la commission. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours. Ce qui exclut la possibilité d'un appel de cette décision devant toute autre instance, même gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette décision-là, quand il y a eu problème au sein de la commission dirigée par René Dibi, le président de la Fédération ivoirienne de football n'avait pas le droit de s'immiscer dans cette affaire. Mais c'est pas immiscé. Est-ce qu'il s'est immiscé? Il s'est immiscé. Comment? Il a suspendu la commission. Il a confié à l'AG de le remplacer. C'est l'AG qui l'a... C'est pas son rôle. S'il vous plaît, non, si vous n'allez pas faire un débat... La preuve, il a fait. À deux. La FIFA l'a désavoué. Cholio, c'est bien compris. Cholio, c'est bien compris. Je reviens à vous. Bon, moi, je vois que c'est beaucoup passionné. C'est d'ailleurs la nature du sport, c'est le football. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un des restés factuels. Ce débat-là est trop passionné et le football ivoirien n'en a plus besoin. Les faits sont très clairs. La FIFA a repris la main depuis vendredi. D'accord? Elle veut voir clairement dans toute la procédure si les tests de la FIFA ont été respectés. Il ne faut pas oublier ça. La FIFA veut vérifier que les tests de la FIFA et du code électoral ont été intégralement appliqués. Dans cette affaire, moi, ce qui me gêne, c'est que les gens veuillent s'arranger avec la vérité. La commission ne peut pas dire qu'on peut accepter les doubles et les triples parrainages. Le code électoral que Choilieu ne cesse de lire renvoie au texte de la FIFA. Les textes de la FIFA disent qu'il ne peut en aucun cas avoir de double parrainage. Il y a même un arrêt rendu par le TAS en octobre 2015, dans l'élection même de la FIFA, où un candidat avait obtenu les parrainages, 2 parrainages d'une fédération. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. La FIFA même, avec sa commission électorale, avait déjà rejeté cette candidature pour double parrainage. Et le candidat en question a saisi, David Nakid a saisi le TAS. Le TAS a dit que le double parrainage n'est pas accepté à la FIFA. Donc là où les tests de la FIFA, l'article 41 dont on parle tant, ne dit pas que formellement il faut avoir un seul parrainage, la commission devait se référer à ce que dit la FIFA et à la jurisprudence de la FIFA. Mais elle dit non, on valide, laissez-moi finir dessus, on valide les trois parrainages. S'il vous plaît. Ce qui n'est pas, d'un point de vue de l'essence du parrainage, n'est pas juste. Mais au-delà de ça, moi je ne vais pas rentrer dans les autres batailles juridiques. La FIFA va voir, ils vont trancher, on va voir comment ça évolue. Ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, on jette des pères et des mères de famille en pâture. On les insulte. Hier, j'ai écouté le coordonnateur de la campagne de Didier Drogba sur RFI, M. Jean Diomandé, qui traite les membres de la commission de... quel est le terme qu'il a utilisé là? Comment il a dit? J'ai oublié le terme. Il dit que c'est une bande de voyous, de bandits, et des amis qui sont réunis autour d'une tasse de thé pour siéger. Des magistrats aux hiérarchies qu'on traite de voyous, qu'on traite de corrompus, et qu'on dit non, on va saisir la FIFA. Mais la FIFA même là, c'est le paradis de la corruption. C'est une fédération qui est totalement corrompue. Même le président actuel fait l'objet d'une procédure pour corruption.
La FIFA aussi est une Mais justement, c'est ce que je viens de dire. Donc, ne fais pas croire. Chalo, je vous donne la parole. Je vous donne la parole tout de suite. Vous terminez, monsieur Assalé Timoko. Mais la FIFA aussi, il faut dire ce qui se passe à la FIFA. Monsieur, je ne donne pas dans votre débat. Ça allait terminer et puis on donne la parole à Cholio. Cholio, demandez. Cholio, on va faire, oui, bien sûr, on fait un tour de table. Je ne savais pas que Cholio avait ici une mission de défendre des gens ici. Non, je ne défends pas. Moi, j'ai dit, au lieu de... S'il vous plaît. Ça allait terminer. Cholio, vous dites... À chaque fois, tu défends la FIFA aussi à chaque fois. Mais j'ai défendu la FIFA à quel moment? S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Cholio demandé. Merci beaucoup. Reste tranquille. D'accord, je reviendrai. Oui, vous terminez. J'ai dit que moi, en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas accepter qu'on fasse croire au monde entier que la Fédération ivoirienne de football est la plus corrompue au monde et qu'on doit tous se référer à la FIFA qui serait la sainte fédération alors qu'elle fait l'objet de 20 procédures pour corruption. Tout à fait. C'est une vérité. Je ne défends pas la FIFA. Je dis que ne fais pas croire aux gens qu'il n'y a que les corrompus en Côte d'Ivoire et qu'ailleurs, il n'y a pas de corrompus. Les corrupteurs sont partout. Les corrompus sont partout. D'accord. Au pas de course, je suis obligé de faire passer la parole. Oui, c'est oui. Ce que je relevais tout à l'heure, j'ai dit, comme le dit, moi j'ai dit au secrétaire de la commission, lors d'une conférence de presse, j'ai dit, monsieur le secrétaire, vous êtes là à titre consultatif, vous devez dire si les tests de la FIFA sont respectés, de la FIFA sont respectés. Comment pouvez-vous accepter qu'au niveau de l'Africa, vous validiez la signature, le parrainage d'Antoine Bailly, qui tient une aide du club, et de Vagba Alexis. Il dit non, c'est passé au vote. Mais ça m'a donné une migraine. Les doubles, triples parrainages... Ça veut dire qu'il y a eu un arrangement avec les textes à un certain moment. Ça veut dire que la première décision de la commission n'a pas travaillé. Et j'ai dit au secrétaire, mais on doit vider cette commission. Parce que l'enfant lambda, si on doit dire à nos enfants que l'Africa qui a fait une AG élective le 31 juillet, et on donne un parrainage à Didier Drogba, Vagba donne un parrainage à Souri Diabaté, et on accepte le parrainage de l'Africa, il y a un problème. Un club a problème, et on accepte ça. C'est qu'il y a un problème. Disons-nous la vérité. Maintenant, on sort une autre décision, le jeudi, où on refuse le parrainage de l'Africa. C'est-à-dire qu'on a repris le travail. Mais on nous dit non que les gens ont signé déjà un premier PV. Bon, on va voir. La FIFA a demandé à voir ce PV-là. On va voir. Parce que dans cette affaire, la FIFA aussi ne doit pas se jouer, avoir le marteau, mais il faut lire les tests. Il faut se poser les bonnes questions. Mais je le dis et je le répète, cette situation que nous vivons, c'est la Fédération ivoirienne de football qui l'a créée. Elle n'a pas résolu la crise au niveau de l'Africa. Pendant qu'elle a instauré un protocole d'accord transactionnel en août 2019, et les élections devaient avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2020. Elle n'a pas respecté. Au niveau même de la Marseille, quand des clubs, les mandats sont favorables, on soutient la forfaiture. C'est comme ça qu'ils ont renversé. Ils ont renversé Aboubakar Chara pour mettre Koulibaly. On vous a bien compris. Ok, je voulais revenir sur les dernières décisions, les deux sorties, les courriers de la FIFA. Le premier courrier qui date du 21 août, ce courrier, ce sont des recommandations qui ont été faites par M. Véron. Qui disent quoi essentiellement? Essentiellement pour dire, attention, vous avez un blocage au niveau de votre processus. Pour laisser la commission électorale faire son travail. Suivez les tests de la fédération. Et au niveau de ceux qui sont membres de la commission, il faut que chacun notifie et dise pourquoi il a décidé que la candidature de Didier ou de M. Tel n'est pas valable. Donc, naturellement, à partir des recommandations de la FIFA, on nous ramène tous au test. Maintenant, la seconde recommandation, qui date du 27 août 2020, elle est plutôt écrite par la secrétaire générale, Fatma Samoura. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que... Avec votre permission, justement, on a ce communiqué. Okay. Je vous propose qu'on le suive et on poursuit le débat juste après. Afin de permettre à la FIFA d'avoir une vue d'ensemble à ce sujet et d'intervenir au besoin pour garantir un déroulement du processus électoral conforme aux exigences statutaires et réglementaires de la FIFA applicables à toutes ses associations membres, nous vous demandons de nous faire parvenir d'ici au 28 août 2020 au plus tard les informations et documents suivants. Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2020 qui s'est tenu à Yamoussoukro. La liste des membres de la commission électorale. Le procès-verbal de la réunion de la commission électorale du 8 août 2020. Le procès-verbal de la réunion de la commission électorale du 25 août 2020.
le procès-verbal de la réunion du comité exécutif de la FIF qui aurait eu lieu après celle de la commission électorale du 8 août 2020. Dans l'attente de ces documents et informations, nous vous invitons à suspendre toute action relative au processus électoral jusqu'à nouvel ordre et à communiquer le contenu de la présente à toutes les instances et personnes concernées. Marcel Goro. Voilà, donc pour rebondir, je disais comme ça que le second courrier de la FIFA qu'on vient de voir, c'est un courrier à titre informatif. La secrétaire générale qui a entendu des informations, parce qu'elle a été saisie par l'une des parties. Je ne dirai pas quelle partie, parce que je n'en ai pas la preuve, mais elle a été saisie par l'une des parties qui lui a fait croire que, M. René Dibi a été élu au cours de l'Assemblée générale du 4 juillet dernier à Yamoussoukro. M. Ali Souba, je vous dis que le président de la commission n'a pas été élu par une Assemblée générale. La Fédération ivoirienne de football fait une proposition d'une composition d'une liste qui a été validée par l'Assemblée générale. Et lorsque cette liste est validée, les membres de cette liste-là se retrouvent lors d'une réunion, d'une séance de travail, pour élire celui qui doit en être le chef. Et c'est ce qui a été fait. Donc, quand on lit dans le courrier de la FIFA que le président de la commission électorale, M. René Dibi, a été élu, c'est une fausse information. Ce n'est pas juste. Deuxièmement, on veut nous faire croire que M. Soumaoro Mamadou, qui est membre de la commission, n'a pas participé aux différentes délibérations de cette commission-là. C'est archi faux. Parce que M. Soumaoro a bel et bien participé à toutes les délibérations de la commission électorale. Pour preuve, hier, lorsque cette commission s'est réunie, à la fin de ses travaux, pour prouver que M. Soumaoro a bel et bien participé à cette réunion, il a piqué une crise. Et non, mais la crise ne veut pas dire qu'il a participé. Je vais vous dire que... non, quand il pique... réunion, terminé. Non, je vais dire... Terminé en 15 secondes. Non, c'est pour dire qu'il était présent. Donc ceux qui disent qu'il n'était pas présent, ce n'est pas juste. Très bien. Voilà. Je vais lui demander comment vous réagissez. Écoutez, moi je pense qu'on est en train de tourner autour du pot. Vous voyez, quand on parle de tests, respect des tests. Mais c'est parce que... Quel est votre avis sur le communiqué de la FIFA produit vendredi? Oui, mais c'est un communiqué qui en dit long. Aujourd'hui, la FIFA, comme tout à l'heure je le disais, la FIFA est au courant de tout ce qui se passe. Parce que, effectivement, comme le disait Martial tout à l'heure, la FIFA a été saisie. D'abord, dans cette affaire, c'est la FIFA d'abord qui a saisi la FIFA. Ensuite, M. René Dibi a fait son rapport à la FIFA, selon les informations que nous avons. Et à l'autre camp aussi, le camp Didier Drogba, qui aurait fait un rapport à la FIFA. Cela reste à confirmer. Donc la FIFA, au regard de tout ça, veut comprendre. Voilà pourquoi dans le communiqué, la FIFA demande à la FIF de lui faire parvenir tous les documents qui sont liés à ce processus électoral. Vous voyez... Est-ce que la FIFA a le pouvoir, le droit d'invalider les résultats qui ont été proclamés? Écoutez, si la FIFA... Déjà, la FIFA, voilà ce que la FIFA décide. Elle bloque le processus. C'est cela. Elle suspend le processus. Elle a ce droit-là de suspendre le processus. Mais vous savez, si M. René Dibi avait invalidé la candidature de Didier Drogba, on ne serait pas à ce niveau. On ne serait pas là. Il y a beaucoup qui l'auraient applaudi. Vous savez, parce que c'est incroyable que quelqu'un qui a été quand même capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, top player, classe mondiale, qui est vice-président d'une commission de la FIFA. Ambassadeur emblématique de la Côte d'Ivoire. Qui est conseiller spécial du président de la CAF, qui est vice-président d'une des plus grandes ONG de sport. Aussi, non, j'arrive, laisse-moi terminer. On veut empêcher, écoutez-moi, on veut empêcher ce monsieur-là d'être ne serait-ce que candidat. Donc on veut nous maintenir des gens qui ont tué le football ivoirien, qui ont tué toutes les compétitions locales, championnat, coupe nationale, coupe de la Ligue, laissez-moi terminer, qui ont tué aujourd'hui, qui ont été incapables, depuis novembre, les U23 qui ont participé à la CAN, vice-champion d'Afrique, leurs primes ne sont pas payées. Ça veut dire qu'on veut nous maintenir à ce niveau-là, on veut un changement. On vous a bien compris, voilà. Cholio. Arthur? Voilà, deux choses. Je vais d'abord répondre.
les conditions pour être candidat à la FIF, à la présidence de la FIF, c'est pas d'avoir été capitaine, c'est pas d'avoir été... Non, mais c'est pas... S'il vous plaît, non, Charles rappelait Didier Drogba, c'est une figure emblématique du pays. Oui, mais c'est pas sa condition pour être candidat. La condition pour être candidat, c'est la Mais il a quand même le droit de le rappeler. Oui, il fait bien de le rappeler, mais c'est hors sujet, en ce sens. Maintenant, il y a un truc sur lequel on peut aller. Le parrainage, c'est pour éviter que tout le monde, n'importe quoi, devienne candidat. Ça, c'est l'objectif premier du parrainage. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on fait une réflexion en se disant qu'on fait quand le parrainage bloque une catégorie de personnes? Ça n'a pas encore été fait. Peut-être qu'à partir de là, on va réfléchir. Mais pour l'heure, pour être candidat, il faut des parrainages. Ce n'est pas ton statut. Deuxième chose que je veux dire, le courrier de la FIFA, moi, je le trouve logique. Maintenant, est-ce que la FIFA, à mon avis, à la fin, on va voter? Parce que la FIFA ne peut pas décider, nous imposer des candidats. Elle a une commission, à la fin, elle viendra dire à la commission d'aller voter. À mon sens, si elle ne le dit pas, je suis le président de la fédération, de saisir le TAS. On vous a bien compris. En ce moment-là, ceux qui n'ont pas voulu voter là, ils vont revenir voter. Très bien, on vous a bien compris. Martial Goro, en une minute. Je sais que le football, c'est quand même le lieu de passion, surtout que c'est le sport roi. Mais je voudrais dire quand même à Choilio que son disque, il est rayé. Son disque est rayé. Pourquoi vous attaquez, vous en prenez à Choilio directement? Je ne m'en prends pas à Choilio. Mais je veux dire que répéter chaque fois que les dirigeants de la fédération ont tué le football, je crois que si on doit avoir ce genre de tueurs qui prennent une fédération en 2011, qui gagne un trophée, la CAN senior, qui gagne un trophée, la CAN des cadets en 2013, qui, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, permettent au football féminin de jouer une CAN, de jouer un mondial, et de se qualifier pour les JO de 2020, je pense que ce genre de tueurs, nous en avons besoin. Il faut que Choilio arrête de dire chaque fois ce genre de... Choilio, en une minute, hein, ce sera le mot de la fin en même temps. Oui, mais c'est vrai que le bilan d'une fédération ne se résume pas à un ou deux trophées. Mais il faut aussi noter qu'ils ont laissé une dette, dans leur dernier exercice, ils ont laissé une dette de 6 milliards de francs CFA. Ça aussi, il faut le dire. Il faut, non, mais oui, il faut le dire aussi. Voilà, je vais dire qu'il faut le dire aussi. Réaliste que le roi. Non, mais non. Les présidents des clubs, dont la fédération, l'association, ont donné un cutus au bilan de Sidi Diallo. On dit bilan financier. Oui, au bilan financier moral de Sidi Diallo. Bilan général. Oui, le 4 juillet dernier. Donc, pourquoi est-ce que les acteurs, ceux qui vivent le football au quotidien, pensent que la gestion de quelqu'un... Parce qu'en donnant un cutus, ça veut dire que c'est une bonne gestion. Et que dehors, on vient de dire que des gens ont laissé une dette de 6 milliards, c'est approuvé. Mais c'est dans le rapport financier de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Martial Gorou, c'est dans le rapport, à page 8, la Fédération ivoirienne de football. On n'invente rien, Martial. D'accord, très bien, Choilio. Je n'ai rien inventé. On l'a bien compris. En une minute, à Salé. Bon, en une minute, moi, ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai dit, je ne rentre pas dans le débat si passionné des journalistes sportifs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des valeurs sur lesquelles on doit se réconcilier tous en Côte d'Ivoire, dans ce pays-là. J'écoutais une émission sportive sur RFI la dernière fois. Un journaliste avait dit qu'il faut reconnaître les faits. Didier Drogba et son équipe ont fait preuve d'un manque de savoir-faire. C'est très clair. Il a beau être l'image qu'il représente, pour être candidat à une élection, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et il faut se donner tous les moyens de maîtriser l'environnement et d'avoir les partenaires qu'il faut parler. C'est ça les faits. Au-delà de ça, tout le reste, c'est un débat de personnes. La FIFA n'a pas compétence pour s'ingérer dans le fonctionnement des clubs. C'est les fédérations qui sont membres de la FIFA. Ce n'est pas elle qui va dire à l'Africain qui est président, pour dire ça, il faut qu'elle se refait à la FIFA. Très bien, on vous a bien compris. J'ai fini dessus. Le mot est revenu, le mot c'est camarilla que le jeune Diomandé a utilisé pour qualifier les membres de la fédération. En disant que c'est une camarilla qui s'est réunie pour décider que Drogba ne sera pas candidat. Moi, ce terme-là, il me choque. C'est une radio internationale. Traiter des magistrats, des notaires qui sont patrons de leur fédération. Du camarilla, c'est une insulte. Et c'est pas qu'il est fini dessus pour dire la fédération ivoirienne de football peut avoir des casseroles qu'elle traîne. Mais elle est en Côte d'Ivoire ici. Ne faisons pas croire au monde entier que notre fédération est plus corrompue que la FIFA qui fait l'objet de 20 procédures pour corruption. On vous a bien compris. Je suis obligé de mettre un terme à cette émission. Merci infiniment à vous. Sewe Annoncia, Martial Goro, Arthur Banga, Antoine Assaletier Moko, Choilio Diomandé. Merci d'être venu débattre. Effectivement, le soir, le football précisément est très passionnant. On aura l'occasion de vous réinviter pour un autre plateau en fonction du développement de l'actualité. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous. Rendez-vous demain dans NCI News sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Excellente soirée
sur nos antennes.